on va entamer une autre partie qui est la partie vraiment qui va nous intéresser. Parce que là, c'est juste les bases qu'on est en train de vous donner. On a donc terminé avec les bases en ce qui concerne le JavaScript. Là, maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. On va donc entamer avec ce qu'on appelle le DOM. Je vous ai parlé du DOM lorsqu'on commençait notre cours. C'est donc quoi le DOM proprement dit? On avait introduit un peu ce que c'est que le DOM. Nous allons voir donc quelles sont les interactions qu'on peut faire avec le DOM. On entre vraiment là dans le langage JavaScript. Alors, si vous vous rappelez très bien, la dernière fois, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais essayer de vous montrer un peu que lorsqu'on a un document HTML, en fait, en premier, c'est quoi? On a le Windows, c'est la fenêtre du navigateur là. Et à l'intérieur de notre navigateur, qu'est-ce qu'on a? On a le document. Le document là qui représente, qui contient donc tous les éléments HTML que nous allons écrire en fait. Que ce soit la balise HTML, la balise body, la balise paragraphe, tous les éléments là en fait seront constitués dans un groupe qui sera à l'intérieur d'un document. Et tout cela qui est dans une fenêtre. C'est ce que j'expliquais la dernière fois en fait. Si vous vous rappelez très bien. Donc, lorsqu'on dit DOM, en fait, le DOM, c'est une abréviation, en fait, de ce qu'on appelle Document Object Model. On peut dire quoi? En français, si on veut traduire, faire une traduction littérale, on va dire tout simplement quoi? Le modèle objet d'un document, c'est-à-dire quoi? On prend la structure, notre structure HTML, on la transforme comme étant quoi? Un modèle objet. C'est ce que ça signifie, en fait. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, on va prendre notre structure HTML, on va la transformer comme un modèle objet qu'on va pouvoir manipuler depuis le code JavaScript. Bien évidemment, lorsqu'on parle du DOM, il y a un certain nombre de standards. C'est pour manipuler en fait le code HTML. Étant donné que c'est un langage à part du HTML, il a fallu donc qu'on mette en place ce qu'on appelle des standards. Il y a un ensemble de standards qui ont été mis en vigueur. Donc, grâce par exemple là au DOM, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir manipuler notre document HTML comme j'ai pourtant dit. Bien évidemment, on va pouvoir modifier en fait également notre CSS. C'est même l'avantage de ça en fait. Que ce soit manipuler le HTML, le CSS, on va pouvoir le faire sans problème. Donc, lorsqu'on parle de DOM par exemple, c'est tout simplement pour montrer un peu ce qu'on appelle l'arborescence en fait de notre page. Je vais vous montrer un exemple très simple là. Là, par exemple, on a une arborescence très simple. Comment est représentée par exemple une page HTML, une page web ou un document web? On a bien évidemment notre fenêtre. À l'intérieur, nous avons le document. Et à l'intérieur de notre document, qu'est-ce qu'on a donc? On a les différentes balises. Vous voyez que ça a la forme d'un arbre. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a d'abord la balise HTML, qui est la balise parente, qui elle contient quoi? La balise body. Et la balise body va contenir alors plusieurs autres balises. Deux balises, par exemple, form et image. Et dans le form, on a des inputs. Ça, c'est un exemple d'arborescence. Bien évidemment, si je pouvais mettre le head comme étant un enfant de HTML. Mais ça, ce n'est qu'une absence simplifiée en fait. Donc, grâce au DOM, comme je disais tantôt, on va pouvoir accéder aux différents éléments de notre page web, pouvoir faire certaines actions. C'est là où vient en fait ce qu'on appelle l'interaction. Lorsque vous utilisez de JavaScript, on va dire quoi? Vous avez un site web qui est interactif. On va pouvoir manipuler. Notre site web sera donc dorénavant dynamique en fait. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire par exemple? On va pouvoir par exemple de manière dynamique accéder aux éléments. L'accès aux éléments de notre HTML va se faire de manière dynamique. On va pouvoir faire quoi? De manière dynamique, on va pouvoir modifier de manière dynamique, supprimer les attributs de manière dynamique et changer même les valeurs de manière dynamique. Donc, si j'ai un paragraphe, par exemple, si par exemple ma page qui est comme ceci, je peux venir par exemple modifier ce formulaire. Je peux venir par exemple ajouter un input dans mon formulaire en utilisant directement le JavaScript et ce de manière dynamique sans même recharger la page parfois. On va plus loin avec le JavaScript en fait. Donc à l'intérieur de notre page, on va pouvoir créer des éléments et les insérer dans la page. On va pouvoir les modifier, comme il dit, on va pouvoir les modifier. L'objectif final sera de faire quoi? D'organiser nos éléments selon une hiérarchie que l'on veut en fait. Donc, comment donc on accède aux éléments? Puisque c'est l'objectif, accéder aux éléments et pouvoir les modifier. On peut donc accéder aux éléments en utilisant ce qu'on appelle des sélecteurs. Donc, pour accéder à un document HTML, on va utiliser ce qu'on appelle des sélecteurs. Et le premier sélecteur qui permet d'accéder à un élément, c'est le sélecteur d'identifiant.
on a plusieurs sélecteurs. Le premier sélecteur, ce sera un sélecteur d'identifiant. Dorénavant, on va donc venir là directement travailler avec notre script. Donc maintenant là, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un nouveau fichier qui va s'appeler par exemple DOM. Bon, je sais pas comment je vais l'appeler. Bon, c'est mieux que je laisse index. Ce que je dois faire, c'est que je vais dupliquer cette page ici pour ne pas mélanger le code. Je vais mettre ça ici là comme commenté, comme dans les bases. On va dire par exemple là que sont les bases. Alors là, ce sont les bases. Ici là, ce sera l'index maintenant. On va donc essayer de retirer tout ce qu'on avait ici là comme code quoi. Alors, on sait très bien qu'on a fait ici là notre script. Ce sera là donc ici. Dorénavant, on va écrire directement dans le fichier script. On a fait appel à notre script ici là sans problème, script.js. Normalement, notre page, en fait, voilà la structure de notre page en fait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va vouloir accéder aux éléments de ma page. Je peux considérer que dans ma page, il y a une div. Et dans ma div, qu'est-ce que j'ai? Dans ma div, j'aurai tout simplement quoi? J'aurai un paragraphe également. Il peut avoir un paragraphe. J'aurai une div par exemple qui a pour identifiant. Il peut donner même un identifiant si je veux. Je peux dire un div point par exemple div point élément. Je dis que ça c'est un élément en fait. Juste pour se référer. Donc, si je veux donc accéder en fait à mon document, qu'est-ce que je dois donc faire? La syntaxe c'est quoi? On va utiliser notre JavaScript. On vient juste dans le JavaScript. Il n'y a rien de plus qu'on va insérer. On fait juste document. Puisque nous avons affaire à notre document, nous sommes déjà dans la fenêtre. On fait juste un document. One. On utilise le query selector pour sélectionner en fait un attribut. En fait. Donc, un élément selon à partir de son attribut en fait. Donc lorsque je fais un query selector, je peux préciser premièrement que je veux sélectionner un élément à partir de son attribut. En deuxième, il peut sélectionner plusieurs éléments. Mais le premier qu'on va voir, c'est qu'on veut sélectionner un seul élément, c'est-à-dire qu'on ne veut pas sélectionner un élément qui est identifiable. Identifiable par quoi? Par exemple, par un ID. Donc, on a une div, par exemple, un paragraphe qui est identifié par un ID. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais directement query selector, ça c'est la syntaxe. Et en paramètre, je vais donc préciser l'élément qui me permet de le sélectionner. Qu'est-ce que je vais donc appeler là? Je donne juste le nom de mon élément. C'était JS. On précise toujours le JS. C'était élément. Donc, si j'enregistre là donc, je fais une sélection en fait de mon élément. Donc, je peux faire une console.log de l'élément que je viens de sélectionner. Donc, pour déboguer, pour afficher ça à l'écran. Bon, je n'ai pas enregistré quelque part. Je vais vous montrer ça. Enfin, je n'ai pas enregistré. Donc, on va entrer en profondeur par la suite. Pour ne pas perdre du temps. Bon, je peux toujours mettre ça quelque part. Il peut créer une variable let d reçoit par exemple. Ça, il affiche le d. On se rassure que tout fonctionne bien. Donc, lorsque je fais un query selector d'éléments, ça me récupère l'élément dans ma page et ça me l'affiche. Donc, si je viens là, normalement, c'est censé me dire quelque chose. Voilà, il va me dire qu'il y a une erreur. On no reference error. Oups, j'ai fait une erreur quelque part. Console.log. Si je viens, je le réactualise. Donc, je vais sélectionner dans mon identifiant. Donc, si je m'avais actualisé, vous allez voir, c'est plutôt un identifiant, désolé. C'est plutôt un identifiant que je voulais sélectionner en fait. Et désolé. Ouais. Ok, ça c'est la première méthode pour accéder à un élément. Donc, la première méthode, c'est de faire quoi? C'est d'accéder à un élément de manière unique. Ça, c'est l'accès unique à un élément en fait. Lorsqu'on veut accéder de manière unique à un élément, on utilise le query selector. Ça peut être le query. Il y a maintenant la deuxième méthode. Ça, c'est l'accès à un élément unique en fait. C'est mieux de commenter pour vous référer. Le commenter, c'est la même méthode. Accès à un élément unique. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? La deuxième méthode, c'est de faire quoi? On veut accéder à tous les éléments en fait. Par exemple, je veux accéder par exemple à un paragraphe qui contient par exemple plusieurs autres éléments en fait. Donc, s'il y a plusieurs paragraphes dans ma page, qu'est-ce que je peux donc faire? Je peux vouloir accéder à tous les paragraphes de ma page, ou bien à tous les divs de ma page. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On utilise toujours le query selector all plutôt cette fois-ci. Donc, il
il veut accéder à tous les éléments. Qu'est-ce que je fais? Je fais plutôt maintenant un document. Donc, c'est-à-dire quoi? J'entre dans mon document toujours. Point query selector. On prend plutôt le query selector all plutôt. Maintenant, on précise quel est l'élément qu'on veut sélectionner. Tous ces éléments, en fait, quel est l'élément qu'on veut tout sélectionner dans la page. Par exemple, je veux sélectionner tous les paragraphes. Ça peut être tous les divs. Donc, si ça considère par exemple que dans mon paragraphe, il y a peut-être plusieurs diffs. Quoi. Ça va me sélectionner tous les diffs là, normalement en fait. Est-ce que ça voudrait dire donc ça, je vous montre d'abord comment on sélectionne les éléments. On va passer à la partie pour voir vraiment ce qui se passe. Donc, voilà la première méthode. La première méthode, on veut sélectionner un seul à partir de son identifiant. Une autre méthode permet. On a également une autre méthode qui permet de faire les accès. L'accès en utilisant directement la balise en question. On veut directement récupérer en fait un élément ou bien les éléments qui ont une certaine balise. Bon, ici, là, j'ai dit tantôt qu'on précisait bien évidemment si c'est un paragraphe, ce sont les diffs, on précise les diffs. Là, c'était quoi? C'était pour faire accès. Ne vous inquiétez pas, il va trouver la solution. Ok. Bon, je ne sais pas si c'est le référencement. Bon, on va essayer de voir. Document.query selector des éléments. Bon, normalement, ça devrait marcher. Bon, je vais directement vérifier ça ici. Donc, ici, je suis ici, là, par exemple, script.js, un script, console, je fais un console. Ce que vous devez comprendre, c'est que le plus souvent, on charge le script soit dans le head, soit dans le body, soit c'est au début. C'est un script asynchrone, soit c'est à la fin. Pourquoi on le charge au début ou bien. Bon, il y a deux méthodes. Ça, j'espère que vous comprenez déjà parce que je vous ai parlé de ça la dernière fois. On peut mettre que ça soit à l'enquête, soit dans le body. Maintenant, il faut bien comprendre pourquoi on met dans le body, pourquoi on met dans l'entête. Ça va dépendre. Le plus souvent, les scripts, on va mettre à l'entête. En fait, ce sont les scripts qu'on appelle scripts asynchrones. Pourquoi asynchrone? Les scripts, en fait, ne vont pas en fait empiéter le chargement de la page. Parce que quand vous faites un script, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous faites un script, en fait, et que vous le chargez, quand la page se charge, en fait, le script se charge au même moment. Et si vous avez un gros script, en fait, ça va retarder le chargement de la page. Si ce n'est pas un script asynchrone, c'est-à-dire qu'un script il charge uniquement les endroits nécessaires. Donc, il fait les interrogations en temps réel et il charge tous les éléments de la page sans s'arrêter. Également, maintenant, si vous savez que vous avez un script qui est assez volumineux et qui ne nécessite pas d'être chargé au départ, c'est-à-dire que vous chargez d'abord tout le contenu de la page avant de charger le script quand la page s'est déjà exécutée en fait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va toujours charger nos scripts que nous avons écrits le plus souvent dans le body en fait. En fait, quand on charge dans le body, on insère dans le body, dans la balise body en fait. Donc, on va l'insérer dans le body pour dire quoi? Lorsqu'on l'insère dans le body, ça veut dire quoi? Il va se charger à la fin. C'est le chargement qu'on est en train de faire. On est en train d'appeler le script en question en fait. Parce qu'on peut l'écrire tout simplement ici là comme le CSS. Comme on faisait avec le CSS. Mais qu'est-ce qu'on fait? On peut décider de directement le charger à la fin. Là, premièrement, qu'est-ce que je vous ai parlé en fait de deux méthodes. La première méthode, c'était quoi? C'était d'accéder. Comment on accède en fait aux éléments de notre DOM? Exactement. Ça, c'est la première méthode. Query selector permet d'accéder. Après le query selector, qu'est-ce qu'on a? On a le query selector all. Le query selector permet d'accéder à un élément unique. Un élément unique. Quand on dit élément unique, vous comprenez déjà en fait. Parce qu'on dit élément unique, ça veut dire qu'on va accéder à un seul élément. Et quand on parle d'un seul élément HTML, on refait référence à quoi? À les identifiants. Donc, un élément qu'on a identifié.
Ça peut être un paragraphe qui a un identifiant précis. Là, on va accéder à lui de manière unique. C'est un peu comme avec le CSS. Lorsqu'on voulait cibler un élément de manière unique, qu'est-ce qu'on utilisait? On faisait le sélecteur d'identifiant. C'est presque la même chose ici, en fait. On utilise un sélecteur d'identifiant pour pouvoir sélectionner l'élément qu'on veut manipuler, en fait. Donc là, par exemple, c'est en train de dire quoi? C'est en train de sélectionner cet élément-ci, en fait. Donc là, tout à l'heure, on a essayé le code, ça ne fonctionnait pas. Mais bon, ça va fonctionner. Donc, je peux décider de mettre ça dans une variable, par exemple, il dit va à reçoit document.query sur le tour. J'ai sélectionné mon élément. Je peux modifier mon élément juste pour tester. Donc, ne regardez pas ce que je vais écrire. Je vais juste vérifier si ça donne. Donc, je peux sélectionner mon élément, je mets dans la variable. Après, je vais manipuler mon élément en question, en fait. C'est un peu ce que je suis en train de vous montrer. Et maintenant, le query selector all permet de faire quoi? De sélectionner plusieurs éléments. Donc, je peux sélectionner tous les paragraphes, par exemple, qui se trouvent dans mon machine, dans mon code. Lorsque je vais sélectionner tout cela, en fait, ça va me retourner, en fait, un tableau. Ça se comprend. Ça retourne plusieurs éléments, en fait. Donc, forcément, ça sera une liste, en fait. Donc, ça va me retourner, si j'ai plusieurs paragraphes, ça va me retourner, en fait, une liste qui sera dans un tableau. On a vu les tableaux, donc ça va me retourner ça dans un tableau comme ça. Je vais pouvoir manipuler, je vais pouvoir boucler dessus, notamment en utilisant le for each. Vous vous rappelez bien, pour chaque élément que je vais récupérer, je vais exécuter, en fait, certaines actions. Une autre manière, en fait, d'accéder aux éléments de notre tableau, c'est quoi? En fait, désolé. Une autre façon, en fait, d'accéder à nos éléments, c'est d'utiliser les balises. Je peux accéder à un élément dont je connais la balise, proprement dit. On appelle ça les sélecteurs, l'accès en utilisant la balise. Dans le nom de la balise, si je connais le nom de la balise, tu peux accéder en utilisant le nom de ma balise. La même chose, on fait juste un document pour dire qu'on se positionne dans le document. Une fois que nous sommes dans le document, qu'est-ce qu'on fait? On fait un get element by tag name. C'est-à-dire quoi? On veut récupérer un élément de la page du document HTML à partir du nom de la balise, en fait. Et là, on va préciser le nom de la balise. Puisque si on a plusieurs balises du même nom, qu'est-ce que ça va devenir? Ça veut dire que ça va sélectionner, en fait, tous les éléments de la balise en question et me retourner quoi? Un tableau, un peu comme le query selector all. Si on a plusieurs balises qui ont le même nom, ça va me retourner, en fait, tous les éléments en question. Là, on va maintenant essayer de faire un exemple palpable et affiché pour voir ce que ça donne. Donc, mon fichier script est bien importé dans mon body. Ce que je dois faire, donc, c'est quoi? C'est que je vais essayer de faire un petit code pour tester un peu l'accès aux éléments HTML. Donc, pour faire cela, on va essayer de structurer notre code de manière convenable. Donc, là, par exemple, dans notre code, bon, je vais essayer de trouver une image. On va travailler peut-être avec une image. On va déclarer une image. Donc, dans notre body, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir une image. Qu'est-ce qu'on aura par exemple là? On va définir l'identifiant de notre image. On va dire par exemple l'image, on va identifier l'image de manière unique. On va dire par exemple que ça c'est IMG1. Au niveau du SSC, bien évidemment, on va dire test. Puisque c'est dans le même dossier, on met juste test.webp. Et là, on va préciser la source. Ah, on va préciser la source autant pour moi. Là, on n'a pas besoin de celui-ci. On peut juste nommer, on peut utiliser le name. Le name, on va appeler comment? On peut l'appeler image. Oui, on peut dire image Java. Image de Java, c'est juste pour tester quoi. Alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'on aura? Bon, laissons d'abord c'est comme ça. On va juste travailler avec ceci comme ça. Donc qu'est-ce qu'on peut donc faire? On privilégie toujours le fait qu'on va travailler depuis notre JavaScript. On aura notre image qui a un identifiant IMG. Donc il y a ici là source l'image test et le nom c'est image Java.
Si on vient actualiser là, forcément, on a le résultat. Donc, revenons maintenant côté JavaScript. Qu'est-ce qu'on peut donc faire sur cette image-là en JavaScript? Comment accéder à l'image qui est dans mon document HTML depuis le JavaScript et faire certaines actions? On vient dans notre JavaScript, qu'est-ce qu'on va donc faire? Premièrement, il faut sélectionner l'élément en question. Et qu'est-ce qu'on peut utiliser? On peut utiliser le query selector parce que notre image a un identifiant. On veut le sélectionner de manière unique. Donc, qu'est-ce qu'on va donc faire? On déclare notre variable, par exemple, là, qui va s'appeler img, qui va donc recevoir quoi? Voilà, document. Voilà, document.query selector. Et on précise directement l'identifiant en question. On précise bien notre JS. Et le nom c'était img1. On met bien notre point virgule et on en a terminé. Là, nous sommes bons. Là, on a sélectionné notre image. Qu'est-ce qu'on peut donc, on peut encore faire? Ah, tout à l'heure, j'ai fait une confusion. Bon, c'est vrai que je ne vous ai pas montré cela. Si on peut également sélectionner en fait une balise en fonction ici là du nom qu'on a donné à la balise en fait. Oups, tout à l'heure j'ai fait une confusion en fait. J'ai confondu tag, name. J'ai dit tag name, mais j'ai plutôt écrit name. Vous ne m'avez pas arrêté. Est-ce que vous vous rappelez? Quand je vous expliquais en fait document.getElement by name. C'était plutôt by name et non by tag name. By tag name, c'est avec en fait la balise. By name, c'est avec le nom en fait plutôt. J'ai confondu. On va d'abord s'arrêter d'abord pour get element by name. By name, c'est-à-dire quoi? Ce sera le nom de la balise en fait. Le nom qu'on a donné à l'élément. Puisqu'il y a les balises qui ont un name. Exactement, nom de l'élément. Ça devrait être ce qu'on a mis ici en fait. Donc, exemple d'application. On va faire la var élément. On va occuper par exemple tous les éléments en fait qui ont un tel nom. Parce qu'on peut donner le même nom à plusieurs éléments en fait dans une page. On peut récupérer tous les éléments qui ont le nom par exemple. On fait la même chose. Document. Get element by name. Ouais. C'est bien écrit ici. Accès à un élément unique. Un élément unique à partir de son attribut ID. Non, c'est bien dit. Suivez très bien. Suivez d'abord ce que nous sommes en train de faire. On va faire au fur et à mesure. Nous sommes avec les récupérations de manière unique à partir des identifiants. Je n'ai pas parlé de classe en fait. Non, ça peut pas être une classe. Regardez ce que j'ai en train de faire. Qu'est-ce qu'il a dit d'entrée de jeu? On peut accéder aux éléments d'une page HTML. Et la première méthode, c'est de faire quoi? C'est d'accéder en utilisant les sélecteurs CSS. Je me suis attardé tout d'abord dans le sélecteur d'identifiant. C'est d'abord là. Le get element by name va nous permettre là de récupérer en fait un élément à partir de son nom, à partir du nom qu'on a donné à la balise. Bon, là, c'était plutôt get element by tag name que j'expliquais tout à l'heure. Là, c'était pour récupérer à partir de la balise, à partir de la balise. Le tag, pour le, on précise là, la balise. By name, lui va permettre de faire quoi? De récupérer à partir du nom qu'on a, du nom de l'élément. En HTML, les éléments peuvent avoir un nom. Là, par exemple, on a name. Lorsque vous déclarez, par exemple, un input, vous vous rappelez, non? Les inputs, on définissait en fait des noms sur les inputs. Même les formulaires, on pouvait définir un name. La même chose en fait. Donc, à partir du nom qu'on a donné à une balise, lorsqu'on veut accéder à un élément, à partir de manière unique, on utilise le query selector.
Alors, ce qu'il faut comprendre de manière grosso modo, c'est quoi? C'est que la méthode query selector, c'est une méthode JavaScript en fait, qui va nous permettre en fait de retenir le premier élément en fait qu'il va trouver, qui correspond en fait à l'attribut qu'on donne. Ça peut être une classe, ça peut être un identifiant. Si c'est une classe, en fait, ça va récupérer le premier élément que ça trouve. Mais si c'est, on sait que les identifiants, par exemple, il y a un seul identifiant unique, donc ça va retourner l'identifiant en question. Tout à l'heure, vous avez voulu, par exemple, là, sauter. Si c'est une classe, par exemple, je vais mettre là, par exemple, my class. Mais là, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ça va retourner le premier my class. Vous savez très bien qu'en CSS, les sélecteurs CSS également, ce sont les sélecteurs CSS qu'on utilise. Vous savez très bien quoi? Vous savez très bien qu'au niveau du CSS, on peut utiliser une même classe sur plusieurs éléments. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre le premier qui a la classe là en fait. Ça, c'est le cas où on a affaire en fait à une classe. Maintenant, qu'est-ce que je parlais? Je parlais maintenant du get element by tag name. Ça, c'est le deuxième que j'ai expliqué. Qui paramètre quoi? La balise, on veut une balise qui est presque semblable au query selector all. Qui permet de sélectionner tout quelque chose. Mais en fait, il y a une différence. Quand j'explique, vous devez même comprendre la différence. On a query selector all qui permet de faire quoi? Il va sélectionner plusieurs éléments. Peut-être paragraphe dans le document. Or maintenant, avec le sélecteur par get, avec le get element by tag name, qu'est-ce qui se passe? On sélectionne une balise précise en fait. Le query selector all récupère tout. On a dit le all. Query selector all. Il récupère tous les éléments qu'on a précisés en fait. Donc, toute la liste en fait, ça retient toute la liste, c'est-à-dire qu'on a une liste statique et tous les éléments du document qui correspondent à ce qu'on a précisé en fait. Parce qu'à l'intérieur, c'est tout un sélecteur. Vous voyez très bien, on a tout mis un sélecteur. Donc, ça va retourner tout ce qu'il va trouver qui correspond à ce sélecteur-ci en fait. Est-ce que vous comprenez dès à présent? Donc, ça peut être un paragraphe, ça retourne tous les paragraphes. Ça peut être, en fait, tout ce qui concerne Query Selector et Query Selector All, en fait, à l'intérieur, on met tous les sélecteurs CSS que vous connaissez. Donc, la manière que nous avons fait les ciblages en CSS, la même manière que vous pouvez le faire. Donc, par exemple, vous pouvez sélectionner un paragraphe qui est dans une div, une div qui est dans un paragraphe qui a une classe bien précise. Donc, c'est ce que ça signifie en fait. Donc, les deux ont le même rôle, mais c'est juste que celui-ci va retourner plusieurs, et celui-ci, c'est pour retourner un seul élément, le premier qu'il trouve en fait. Et à l'intérieur, mais les sélecteurs sont les sélecteurs CSS que vous connaissez en fait. Donc, c'est les sélecteurs CSS qu'on met à l'intérieur. Enfants, parents, frères. Les query selectors, eux, ils permettent de cibler les sélecteurs. On utilise les sélecteurs pour pouvoir faire le ciblage, pour pouvoir accéder. Or là, maintenant, avec le get element by tag name, on n'utilise plus que les sélecteurs, on utilise maintenant une balise en question. Donc, je résume d'abord le document.getElement by tag name. Qu'est-ce qu'il dit? Lorsque vous allez utiliser la méthode, ce sont des méthodes, tous ce sont des méthodes. Lorsque vous allez utiliser la méthode de getElement by tag name, ça va retenir donc quoi? Une liste d'éléments qui portent le nom de la balise que vous précisez ici là, en fait. Query Selector et Query Selector All s'appliquent sur des sélecteurs. Les sélecteurs. Qu'est-ce qu'on a comme sélecteur? On a le sélecteur d'identifiant, le sélecteur de classe, les sélecteurs de parenté, quoi, les frères, les enfants, tous les sélecteurs CSS que vous connaissez. Par exemple, un exemple très simple. Je vais sélectionner par exemple une div qui a un attribut note et une div qui a un attribut par exemple alerte. Qu'est-ce que je fais? Tout simplement, qu'est-ce que je fais? Je viens tout simplement là, qu'est-ce que je fais? Je vais faire par exemple va select par exemple, on va recevoir quoi? Query selector par exemple all. Ça c'est pour all. Parce que le query selector, on sait que c'est pour un seul élément, on n'a pas besoin de préciser plusieurs. Parce qu'il va retenir qu'un seul élément. Et là par exemple, je vais récupérer par exemple, je suppose que dans mon fichier,
HTML, j'ai une div qui a par exemple une classe note et une autre div qui est une classe par exemple alerte. Donc, je fais tout simplement div, point, note. La même chose qu'on a fait en fait en CSS. Je fais div, point, alerte. Je vais me retourner tout ça en fait dans un tableau. Je vais me retrouver tous les divs qui ont la classe note et tous les divs qui ont la classe alerte. Et ça, c'est clair pour vous. Donc, vous mettez juste le point virgule à chaque fois que vous voulez ajouter certains éléments que vous voulez récupérer. Le query selector permet de faire quoi? De retourner le premier élément dans le document qui va le trouver en fait. Et en paramètre, il prend quoi? Il prend un sélecteur. S'il fait un document.query selector, il précise mon sélecteur, il va donc parcourir mon DOM. Le DOM, en fait, c'est l'arbre de mon document HTML. Il faut comprendre. C'est tout ça, c'est ce qu'on appelle le DOM. L'arbre qu'on a, en fait. L'arbre du document HTML. Il va parcourir mon DOM. Regardez le premier IMG1 qu'il trouve. Celui-ci, il va directement retourner cet élément-ci. Je vais pouvoir manipuler. Je vais pouvoir le supprimer. Je vais pouvoir le modifier. Je vais pouvoir ajouter d'autres attributs sur lui. Je vais pouvoir changer la classe. Ainsi de suite. Je vais pouvoir même l'animer. Est-ce que c'est là, c'est clair pour vous? Okay. Donc, le tag, by tag name, c'est la même chose. Le by tag name, j'ai expliqué tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va plutôt regarder au niveau des balises. Et quand il y a plusieurs, en fait, ils vont retenir ce qu'on appelle les tableaux. Donc, le by tag name, par exemple, va retenir quoi? Un tableau JavaScript qui contient tous les éléments qui contiennent en fait la balise qu'on a précisée. Et on était sur un exemple précis qu'on voulait implémenter. Donc, j'avais mon image là qui avait un identifiant IMG1, qui avait un fichier et qui avait quoi? Une image. Je vais pouvoir, par exemple, avec JavaScript, changer même le contenu de cette image ici, en fait. Je vais pouvoir changer même l'image directement de manière dynamique. Dès qu'on va cliquer, ça change l'image, change peut-être le nom, change l'attribut, ainsi de suite. Vous allez voir les merveilles, en fait, de JavaScript. Donc, on voulait, par exemple, sélectionner tous les éléments, en fait, qui avaient une certaine balle, qui avaient un nom. On disait directement qu'on va faire quoi? Pour sélectionner avec un nom, qu'est-ce qu'on fait? On fait un get elements by name. Et quel est le nom qu'on veut sélectionner? On avait dit c'était image Java. Image Java, si je ne me trompe pas. Et on avait mis là image Java. Ok. Là, c'est le sélecteur qui permet de sélectionner un élément qui a un nom donné. En fait, il permet de sélectionner les éléments qui ont un nom donné. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, selon vous, que va contenir donc Elements que nous avons ici? Que contient Elements? Vous avez retenu ce que j'ai dit tout à l'heure. Elements va contenir un tableau. Et maintenant, dans ce tableau-là, on va vérifier. Est-ce que dans le tableau-là, on a une image? Parce que dans notre body, qu'est-ce qu'on a? On a une image uniquement en ce qui concerne les éléments que nous avons introduits. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ici, par exemple, pour tester si c'est correct? On peut vérifier. Est-ce que. Donc, on peut faire un console log pour voir. On fait console.log. On va faire console.log en fait de l'élément en position 0. On sait qu'il y a un tableau qui aura un seul élément. En position 0, qu'est-ce qu'on aura? On aura notre image, puisqu'on a sélectionné à partir du name. Donc, s'il fait un console.log, par exemple, de élément de 0, je suis censé avoir en fait ici là mon image. Pour savoir que c'est mon image, il peut faire un affichage strict. Il dit que si c'est l'image, en fait, par exemple, il faut m'afficher true, par exemple. Donc, est-ce que, par exemple, en élément 0, on a une image? Forcément, ça va retenir true, parce que ça, c'est une expression qui va être évaluée. Si c'est vrai, il va retenir normalement true. On peut aller tester. Il ne nous réserve pas d'autres surprises. Alors, si on ne va pas inspecter là en ligne de commande,
qu'est-ce qu'on a? Vous voyez très bien qu'il dit que oui, on a bien une image. Est-ce qu'on peut afficher? On va essayer. Lorsque vous utilisez le getElements by TagName, ça vous retourne une collection, une liste des éléments qu'il a trouvé en fait. Donc, chaque élément qu'il trouve, il met cela dans un tableau. On les appelle les nodes listes. C'est pour ça que tout à l'heure, parler de listes. Une collection en fait d'objets. Tous les éléments que vous récupérez sont des objets. C'est ce que vous avez dit au départ. Lorsqu'on parle de DOM, le DOM c'est quoi? C'est la représentation objet de votre structure HTML, de votre document. Et tout ce qui est à l'intérieur, ce sont des objets. Une image que ça va trouver, ça sera un objet. Un paragraphe, ça sera un objet, et ainsi de suite. Raison pour laquelle on vous dit que le getElement by name va vous retenir quoi? Une collection d'objets basée sur ce que vous êtes en train de récupérer. Ça peut être quoi? Le nom, l'attribut, et ainsi de suite. Lorsque je fais ça, en fait, dans mon element, c'est pour ça que j'ai mis S, ça me retourne donc un tableau qui contient les éléments en question. Regardez bien quand j'affiche, que ça me montre. On a bien là une autre liste qui contient quoi? Un seul élément, qui est une image, ouais, ça bien IMG, ayant pour quoi? Ayant pour attribut IMG1. Exactement ça. Donc en position 0, regardez bien, en position 0, qu'est-ce qu'on a? On a bien notre image. Donc il y a un seul élément. Et en position 0, on a notre image en question. Et l'avantage avec le navigateur, c'est que quand vous faites une inspection, on vous montre tout ce que vous pouvez avoir l'élément en question en fait. Donc tous les éléments qu'on peut manipuler, l'image que nous avons récupérée là, voilà ça. Tous ce qu'on peut avoir sur ça. Donc c'est très vaste. Raison pour laquelle on va vous dire, rien que faire du HTML, CSS, Java, ça pourrait pour ça. Ok, donc là, je vous ai montré comment sélectionner les tag names. Il peut également commenter ça. Je vais vous montrer maintenant comment il peut utiliser le selector all. C'est la même chose. Je peux juste un var. Bon, je peux juste modifier le contenu de elements. Dans elements, plutôt, je mets quoi? Un document. Un selector all. Il dit quoi? Je sélectionne tous les éléments qui ont quoi? Là, je vais plutôt choisir IMG. Le sélecteur, je vais bien dire que c'est un sélecteur. Il sélectionne quoi? Un élément. En HTML, le premier sélecteur, c'est quoi? C'est le sélecteur d'éléments. C'est pour ça qu'il faut faire la différence entre ce que vous mettez ici et ce que vous mettez dans les tags name. Ici, on a les sélecteurs. Donc, un sélecteur peut être quoi? Un sélecteur d'éléments, un sélecteur d'attributs, un sélecteur de classe et un sélecteur de parenté. Comme c'est tout ce qui concerne les parentés. Par la parenté, en fait. Donc, là, je vais faire quoi? Je vais faire un query selector de IMG. Bien évidemment, j'aurai le même résultat qui affiche. C'est la même chose, en fait. Donc, je peux toujours faire un console.log là. Element de 0 également. Element de 0, j'aurai le même résultat. Je peux donc vérifier juste est-ce que element de 0 c'est une image. Bien évidemment, ce sera une image. C'est un objet en fait, donc il peut directement mettre IMG. Il sait très bien que IMG c'est un objet. Il va faire une vérification stricte. Parce que c'est que IMG là c'est directement un objet. Donc là, si je m'en vais actualiser, donc, qu'est-ce que j'ai trouvé? Il a très bien vu que l'élément qui a été retenu là est bien évidemment un objet proprement dit. Alors, ce que vous devez noter également, c'est quoi? C'est que on peut accéder aux éléments en fait en fonction de leur parenté. On peut accéder aux enfants, on peut accéder aux parents. Donc, une fois qu'on a sélectionné l'élément, c'est les éléments que vous allez toujours utiliser. On peut accéder à son parent, on peut accéder à son enfant. Donc, si on a un élément, par exemple, là, on peut accéder à son parent, à ses enfants. Accéder à ses enfants voudrait dire quoi? On va faire élément. Donc, si on a un élément précis, élément, pour accéder à ses enfants, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un till node. Le till node, c'est donc, on va faire quoi? On va nous permettre d'accéder à ces différents enfants.
Donc là, le premier, c'est quoi? C'est l'accès à, aux enfants. C'est un élément, en fait. Maintenant, pour accéder aux parents d'un élément, un élément, un seul parent, le element.tilNode permet de faire quoi? C'est une propriété liée à un élément, une propriété liée à un élément qui permet de faire quoi? De renvoyer la liste, en fait, des différents nœuds enfants de l'élément en question. Donc, si par exemple, je fais élément.tilNode, ça va me retourner dans ma liste de nœuds. Là, ce n'est pas une fonction, j'ai bien dit que c'est une propriété liée à un élément. Par exemple, j'ai un élément, par exemple, qui est une div, et la div a beaucoup d'enfants. Lorsque je fais element.tilNode, ça va me retourner donc les enfants là en question. C'est une propriété en fait. On ne prend pas exactement juste un point virgule, ça retourne tous les enfants, l'élément en question. Maintenant, le deuxième, c'est quoi? On peut retourner par exemple le parent d'un élément. Là-bas, c'est unique maintenant. Si on a accès aux enfants, on a maintenant accès aux parents d'un élément. Donc, pour accéder aux parents d'un élément, c'est la même chose. On va faire element.parent node. Ici, il n'y a plus de S. On va nous retenir le parent de l'élément qu'on vient de sélectionner. Donc, si par exemple, ici, là, on était sur qui? On était sur IMG. Si on fait IMG, point, parent, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner directement, le parent de IMG, c'est qui? Ça va nous donner l'objet body. Donc, tout est objet. Nous sommes sur le DOM. Tout est objet. Donc, le body, c'est un objet. Le head, c'est un objet. IMG, c'est un objet. Ainsi de suite. Tous les éléments HTML que vous connaissez. Alors, je vous ai montré donc comment on accède ici, là, les éléments dans un document HTML. Donc, on a la structure de notre DOM. On peut accéder à tous les différents éléments. Que ce soit en utilisant les query selectors qui sont utilisés, les query selector all, que ce soit en utilisant les get elements. Vous pouvez accéder, que ce soit en utilisant les parentés, vous pouvez récupérer en fait les enfants, vous pouvez récupérer également le parent. Une fois que ceci est dit, nous avons terminé donc avec la partie qui consiste à accéder aux éléments. Il y a plusieurs autres méthodes, on va voir au fur et à mesure. C'est la méthode, en fait, vous dites quoi? La méthode principale qu'on utilise en fait, on est plus utilisé. Il y a d'autres méthodes complémentaires, bien évidemment, on ne peut pas tout voir d'un seul coup. Au fur et à mesure, quand le besoin sera, on va introduire certaines choses également. Mais voilà les méthodes donc principales en fait. On peut voir en ce qui concerne en fait l'accès aux éléments de notre DOM. Lorsqu'on est sur JavaScript, la première des choses, c'est de faire quoi? J'accède tout d'abord aux, aux éléments de ma page. Une fois que j'ai accédé donc aux éléments de ma page, il me faut donc les manipuler. C'est ça l'objectif. J'accède d'abord. Maintenant, il faut les manipuler. Pour les manipuler, il y a plusieurs méthodes de manipulation. On peut vouloir manipuler pour faire quoi? Pour accéder à l'attribut d'un élément, pour modifier l'attribut. Un exemple très simple. Je veux manipuler les attributs en fait. Donc, il tente de dire ceci. Une fois qu'on a accédé aux éléments de notre page, il faut les manipuler. On peut manipuler pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir modifier. Et une fois qu'on a accédé à l'élément, on peut récupérer peut-être un attribut pour le modifier. On peut récupérer le texte peut-être pour faire un contrôle, si c'est un formulaire, un premier contrôle côté client. Si c'est un attribut, on peut vouloir modifier, ou alors ajouter un autre attribut, bien modifier. Lorsqu'on accède aux éléments, en fait, c'est soit pour les manipuler. Et lorsqu'on parle de manipulation, c'est quoi? Il faut d'abord accéder, par exemple, aux attributs pour pouvoir les modifier. La manipulation, c'est par exemple la manipulation des attributs, la manipulation en fait du contenu. Je prends un exemple d'abord pour les attributs. Donc, je peux vouloir accéder aux attributs d'un élément et modifier l'attribut en question. Raison pour laquelle j'ai écrit la manipulation des attributs.
Donc, je suppose que j'ai récupéré mon élément. Je veux récupérer l'attribut de l'élément en question. Puisque j'ai déjà mon élément, donc je peux accéder à son attribut. Donc, qu'est-ce que je fais? Je précise juste mon élément que j'ai récupéré dans une variable qui s'appelait par exemple élément. Qu'est-ce que je fais? J'utilise la méthode getAttribute. La méthode donc getAttribute va nous permettre de faire quoi? De récupérer en fait l'attribut de l'élément en question. Donc, si je fais un getAttribute, ça me récupère l'attribut de l'élément. Et une fois que j'ai récupéré l'attribut de l'élément, qu'est-ce que je peux faire? Je peux donc le modifier à ma guise. Donc, par exemple, je fais quoi? Un element.getAttribute. Je peux modifier. Un exemple très simple. Je suis en train de remplir un formulaire. Et si les données que l'utilisateur est en train de mettre dans le formulaire ne sont pas correctes, je peux décider de... Par exemple, j'ai déclaré un attribut en Java, en CSS qui s'appelle, par exemple, danger. Donc, en CSS, je suppose que j'ai un attribut danger. J'ai une classe, par exemple, qui s'appelle danger en CSS. Et j'ai un formulaire. Si l'utilisateur est en train de remplir le formulaire et que les données qu'il a remplies ne correspondent pas à ce que j'attends, qu'est-ce que je peux donc faire? Si les données sont entrées dans mon champ input, qui a pour nom par exemple H, il se trouve que l'utilisateur est en train de mettre plutôt les chaînes de caractères dans H. Qu'est-ce que je fais? Je fais directement recours à JavaScript sans faire recours au serveur. Pour faire quoi? Pour dire que les données qu'il est en train d'entrer ne sont pas correctes. Donc, je peux changer déjà mon input là. Je colorie directement. Je change la couleur en fait de l'input en rouge. Donc, j'ajoute dans une classe danger qui existe déjà. Est-ce que vous voyez un peu comment on peut utiliser cela pour faire le JavaScript? Est-ce que vous avez compris l'exemple que j'ai pris? Voilà. Donc, côté front-end déjà, c'est ce que vous pouvez faire en fait. Donc, j'ai un champ de formulaire. Pendant qu'il est en train de remplir, il vérifie déjà est-ce que les valeurs qu'il essaye d'entrer là sont correctes. S'il commence déjà à entrer les chaînes de caractères, il sait déjà que les chaînes de caractères ne sont pas attendues là-bas. Donc, qu'est-ce que je fais? Je récupère ça directement. Je fais un test côté JavaScript. Puisque le JavaScript se fait de manière asynchrone. Je fais un test si ce n'est pas correct. Je colorie déjà le champ texte là en jaune, en rouge en fait. Pour le colorier en rouge, ça signifie quoi? J'ai déjà déclaré une classe qui existait. Je vais juste venir appeler cette classe là donc sur le input là en question. Ça, c'est du JavaScript pur. Ça, c'est clair pour vous maintenant. Ça, c'est un exemple palpable qu'on peut utiliser. Donc, par exemple, là, j'ai récupéré un attribut. Je vois par exemple un get attribut. Là, ça permet de récupérer l'attribut d'un élément. Donc là, j'accède à l'attribut d'un élément. Donc, j'accède là à l'attribut d'un élément. Et qu'est-ce que je peux encore faire pour la manipulation? Là, je vais parler de la manipulation. Vraiment dire la modification. Donc, modifier attribut élément. Donc, si je veux maintenant modifier l'attribut d'un élément, qu'est-ce que je fais? Je prends toujours mon élément en question. Je fais un set attribut. Donc, la méthode set attribut va permettre de faire quoi? De modifier l'attribut d'un élément. Ça va en permettre en fait l'attribut qu'on veut ajouter. Donc, regardez par exemple là. C'est d'office que mon élément, si avec un attribut, donc je veux pouvoir le modifier. Il définit une valeur précise. Je sélectionne donc l'attribut en question. Et qu'est-ce que je fais? Définir sa valeur. Value, les chaînes de caractères. Dans les chaînes de caractères, si c'est un chiffre, je mets juste le chiffre. J'ai terminé avec lui en fait. Est-ce que ici là c'est clair pour vous? Donc, voilà comment on accède à l'élément. On peut accéder à l'élément si en fait je mets dans une variable. Après, je viens tout simplement utiliser la variable ici. Je définis la valeur. C'est assez simple quoi. Donc si je veux récupérer l'attribut, ça veut dire qu'il veut récupérer soit l'attribut ID. Si nous sommes dans le cas de l'image ici, c'est soit l'attribut ID, soit l'attribut src et soit l'attribut name. Et je peux modifier dans le contenu. Il récupère l'attribut ID, l'attribut src et l'attribut name.
Et lorsqu'on dit qu'on récupère un attribut, vous devez comprendre que c'est l'attribut de l'élément. Vous ne devez pas, la valeur n'est pas l'attribut. Ici, là, ce sont les valeurs. IMG1, c'est une valeur. Test, c'est une valeur. Image Java, c'est une valeur. Il dit qu'on récupère l'attribut. Si c'est mon image, si par exemple, si par exemple, j'étais sur mon élément IMG que j'ai récupéré tout à l'heure ici, donc j'ai ma variable IMG que j'avais définie là, qu'est-ce que je peux donc faire? Je peux faire IMG point cet attribut. Quel est l'attribut que je veux modifier? Je vais par exemple modifier l'attribut ID pour donner un nouveau identifiant qui sera quoi? Je dis par exemple que maintenant l'ID sera Java IMG. J'ai réussi mon coup. Donc j'ai donc modifié la valeur de l'attribut ID. Pour le récupérer, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait faire plutôt IMG. S'il veut récupérer, la récupération n'engage pas la modification. La récupération peut vouloir peut-être savoir le contenu en fait. On peut dire par exemple va contenu attribut ATT. Je sors quoi? IMG get attribut. Donc, le get attribut va me donner l'attribut en question. La valeur de l'attribut en fait. Donc ID. Ça se comprend maintenant. On voit un exemple palpable que vous voulez savoir. Donc là, par exemple, ça, je récupère le contenu de l'attribut ID de mon image. Et par la suite, qu'est-ce que je fais? Je récupère l'attribut ID. Je modifie, en fait, par la suite, je modifie